Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de ce libre journal. Benjamin Blanchard au micro. Et comme depuis fort longtemps, je suis avec Henri de Villiers. Bonsoir Henri. Bonsoir Benjamin. Voilà, donc ce soir c'est une première. L'émission sera filmée. Donc, Oui. voilà. Oh. Euh, C'est moyennement intéressant, je trouve. Ouais, je sais pas, il paraît qu'il y en a La qui préfèrent voix est écouter la plus radio intéressante. sur YouTube. Alors bon, Bon. on se met. Euh, on s'adapte. Et donc, bien sûr, comme chaque mois, nous nous retrouvons pour notre série d'émissions à la découverte des églises d'Orient. Et si je ne me trompe pas, aujourd'hui, nous serons dans le 96e épisode. Exactement, 86e épisode, on approche de la centaine. Voilà, et le 30e consacré à la Russie. Donc, Déjà. et puis, avant de reprendre cette histoire de la Russie, dans laquelle nous avançons très lentement, il y a toujours une première partie de l'émission consacrée à la fête liturgique du jour. Et donc, c'est l'occasion de prier ensemble et de découvrir la liturgie russe, la musique liturgique russe et les fêtes liées à la date de diffusion de l'émission. Mais avant de nous lancer là-dedans, je rappelle que vous êtes donc maître de chapelle de la Schola Sainte-Cécile qui chante la messe latine traditionnelle chaque dimanche à 11 heures à l'église Sainte-Eugène Sainte-Cécile dans le 9e arrondissement rue du Conservatoire, et puis également le dimanche les secondes vêpres du dimanche à 17h45, et puis en semaine à 19h pour les fêtes importantes. Le tout est diffusé sur la chaîne YouTube Itemis Est et sur toute une série de réseaux sociaux, TikTok, Twitter, VK, X, Facebook, VK. X, oui, voilà. Et oui, TikTok aussi un petit peu. Voilà, et puis vous êtes également maître de chapelle de la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, qui est rue François Gérard, dans le 16e arrondissement, près de l'église d'Auteuil, où la divine liturgie ou les matines sont chantées chaque dimanche, ça dépend aussi de la présence d'un prêtre ou pas, à 9 heures. C'est ça. Donc on a à peu près un prêtre 2 fois par mois maintenant. On alterne avec 2 célébrants tout à fait sympathiques. Un prêtre ukrainien qui vient nous desservir, ukrainien catholique, et puis un archimandrite qui vient de Rome, qui est d'origine slovaque en fait, et qui célèbre merveilleusement bien la liturgie byzantine. Et oui, et vous avez fêté, je crois, il y a quelques jours, au moment où nous enregistrons, les 70 ans de l'ordinariat, des catholiques Oui, c'est orientaux en vrai, France n'ayant pas d'évêque. c'est ça, exactement. Puisque ce qui est le cas de la plupart des églises, sauf les Ukrainiens catholiques, sauf qui ont un évêque, les Arméniens Arméniens, catholiques qui aussi ont un évêque, et plus les récemment les maronites. Maronites qui ont aussi une éparchie, un évêque. Voilà. Alors, cher Henri, à quelle fête sommes-nous aujourd'hui, Alors, samedi 15 mars? c'est Donc un j'imagine que jour nous sommes le dimanche 16 mars, déjà d'un exactement point de le vue 16, liturgique, comme vous exactement, le bien savez, vu. chers auditeurs, depuis le temps. Et bien aujourd'hui, cette partie consacrée à la prière, au rythme de la liturgie byzantine russe sera beaucoup plus petite parce que nous avons un jour liturgique un peu moins notable que les 2 derniers épisodes que nous avons enregistrés, où nous avons eu la joie d'avoir la coïncidence de la fête de la Théophanie, de l'Épiphanie, et puis celle de la rencontre du Seigneur, autrement dit la présentation du Christ au temple. Et aujourd'hui, nous sommes dès à présent, dès les Vêpres, au second dimanche de Carême, dans la tradition byzantine. Alors, la façon dont on compte le carême est un peu différente en Orient et en Occident. En fait, le second dimanche de carême arrive au bout de la 2e semaine de carême, en fait, hein. Donc c'est Donc, le troisième en fait. ça correspond à peu près au 3e. Mais parce qu'en fait, le premier, ce n'est pas vraiment le premier, puisque le carême commence après les Le- secondes vêpres, c'est ça? C'est ça, le carême commence comme avant Saint Grégoire le Grand pour Rome, hein, au lundi en fait qui suit le dimanche, puisqu'on ne jeûne pas le dimanche, hein. Et donc le premier dimanche de carême arrive au bout de cette première semaine en fait, hein, dans le décompte byzantin. Donc on est le 2e dimanche. Mais finalement, un peu comme dans le décompte latin, où il arrive au bout des 3-4 jours de la demi-semaine. Oui, c'est ça. Sauf que là, c'est une semaine entière. Oui, voilà.
Alors comme, cette année Pâques est en même temps, mais le carême ne commence pas en même temps parce qu'en fait, la durée du carême n'est pas la même, donc il a commencé plus tôt. Alors pourquoi n'est-elle pas la même? Elle n'est pas la même parce qu'on ne jeûne pas le samedi et le dimanche en Orient, alors qu'en Occident, on jeûnait le samedi. Donc, il y a pas le même nombre de jours du coup Donc et c'est donc, plus long en Orient, ça logiquement. commence plutôt en Orient du coup pour compenser le fait qu'on ne jeûne pas. Alors quand on dit qu'on ne jeûne pas, c'est bien le jeûne, et le jeûne, il faut bien C'est l'entendre pas au l'abstinence. sens, c'est pas l'abstinence. Parce que l'abstinence court toujours Et et elle est et sévère. elle est sévère. Donc le jeûne, c'est, de rompre de rompre le jeûne, oui, après les vêpres, après le chant des vêpres. Donc, normalement, on ne mange pas, jusqu'au coucher du soleil et on doit attendre que les vêpres soient chantées pour déjeuner, pour rompre le jeûne. C'est ce qu'on avait vu en Éthiopie, souvenez-vous, quand nous étions notamment en randonnée dans les montagnes du Guéralta. On avait assisté à une liturgie vespérale qui se terminait par une rupture du jeûne avec tous les villageois. Vespéral, mais c'était au milieu de journée. Oui, parce que c'était un petit jeûne, c'était pas le grand jeûne du grand carême, donc ça finissait à None à 3 heures de l'après-midi et pas à l'heure des vêpres exactement. Voilà. Mais donc on avait exactement la même règle en Occident, de jeûner jusqu'à l'heure des vêpres, et d'ailleurs les musulmans ont copié ça, c'est-à-dire que l'islam, qui n'est qu'une contrefaçon en fait du christianisme, n'a repris que le jeûne que les chrétiens observaient déjà du temps de Mahomet, c'est-à-dire de s'abstenir de toute nourriture jusqu'au coucher du soleil. Simplement, eux n'ont pas d'abstinence, c'est-à-dire qu'après on peut faire bombance et manger tout et n'importe quoi et se livrer à toutes les sortes de dépravations. Mais le, le jeûne chrétien, non seulement diffère le moment où on prend de la nourriture, mais en plus s'accompagne de l'abstinence, c'est-à-dire que on doit se priver de certains aliments riches, et en particulier dans le carême byzantin, comme dans le carême latin jusqu'à la fin du Moyen Âge, eh bien, on s'abstient de tout ce qui est animal. Et c'est même pire que vegan, c'est-à-dire que non seulement, bien sûr, le beurre, le poisson, les œufs sont interdits, mais même l'huile, en fait, hein. Alors, l'abstinence est un peu levée pendant les jours où on ne jeûne pas. Donc, le samedi et le dimanche, on ne jeûne pas, donc on peut prendre de la nourriture tôt le matin. Et néanmoins, on observe toujours cette abstinence le samedi et le dimanche. Mais pendant le grand carême, on peut quand même prendre de l'huile végétale le samedi et le dimanche. C'est la seule concession qui est faite. Mais sinon, on observe encore cette nourriture entièrement Mais l'abstinence végétarienne. de viande en Occident pendant tout le carême a duré par contre très longtemps, jusqu'au XXe siècle. Oui, jusqu'au XXe siècle. C'est la Seconde Guerre mondiale qui... vous savez, les guerres, c'est quand même terrible parce qu'en fait, on institue des choses qui sont provisoires pendant la durée de la guerre. Donc, le pape Pie XII avait levé l'abstinence de viande en raison des souffrances de la guerre. Et évidemment, ça n'a pas été rétabli après. De même que pendant la Première Guerre mondiale, comparaison un peu bizarre, mais le gouvernement français avait institué l'impôt sur le revenu pour soutenir l'effort de guerre français, mais ça n'a jamais été enlevé après non plus. Oui, alors ça, les impôts, de toute façon, quelle que soit la période, on les crée, c'est toujours temporaire, mais on ne les enlève jamais. Voilà. Je me souviens, quand j'étais adolescent, il y avait eu la contribution de remboursement de la dette Oui. sociale, mais qui existe toujours, Et qui devait être très provisoire. qui a dû Bon. peut-être changer de nom, je ne sais pas. Donc, l'abstinence en Occident a duré jusqu'au Moyen Âge, disais-je, et puis on commence à avoir à partir du XVIe siècle Une abstinence aussi stricte. une abstinence aussi stricte. C'est Voilà, parce exactement qu'elle les a mêmes continué règles. ensuite un peu assouplie. À la limite, c'était pire qu'en Orient, puisque on jeûnait aussi le samedi. Alors qu'en Orient, le samedi et le dimanche, Et d'où vient cette différence entre Alors, le samedi et c'est avec que ou sans en samedi? Orient, probablement parce qu'il y a une proximité avec le judaïsme qui était peut-être plus présente à l'origine. Le sabbat est encore considéré comme un jour un peu de fête, un jour particulier. Donc on le célèbre pas autant que le dimanche, mais quand même. Et dans beaucoup de liturgies orientales, la liturgie du samedi est un peu plus joyeuse, un peu plus faste pour cette raison, en fait, hein, puisque c'est un souvenir du sabbat, en fait. Donc, alors en Occident, on n'a pas eu cette notion et très tôt, on jeûnait aussi le samedi.
En témoigne encore la liturgie du samedi des quatre temps, qui est un reste de cet état des lieux anciens, antiques. Oui, qui est un jour de pénitence et de jeûne et d'abstinence. Oui, tout à fait. Donc on est le second dimanche de Carême et le Donc la fin Carême, de la 3e semaine. voilà, le Carême est pas très marqué à la divine liturgie, à la messe si vous voulez, un peu plus dans l'office, hein, donc à l'office des matines en particulier, mais il n'y a pas vraiment de grande différence le samedi et le dimanche par rapport à l'office de l'année. On reste assez semblable à ce qu'on fait le reste de l'année, disons. C'est un peu plus marqué pour les jours de semaine où il y a des changements un peu plus importants Est-ce dans qu'il l'office. y a une liturgie par jour, comme dans le rite latin? Alors, bonne question. Il y a eu, il y a eu. Alors le samedi pendant le carême, on célèbre, puisque c'est un jour de joie, on jeûne pas. On célèbre la liturgie de Saint Jean Chrysostome, c'est l'usage, et le dimanche celle de Saint Basile le Grand, qui est un peu plus longue et qui dure un peu plus longtemps. Les prières sont plus solennelles, plus anciennes aussi. Et les 5 jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, initialement, il y avait ce qu'on appelait des liturgies de présanctifiés, c'est-à-dire que c'est un office de vêpres dans lequel on introduit des éléments de messe, en fait, mais il n'y a pas de consécration. Donc, c'est la même chose que le vendredi Voilà, saint comme le latin. vendredi saint. Voilà. Et donc, les pains eucharistiques sont consacrés le dimanche qui précède, et ensuite le corps et le sang du Christ sont distribués aux fidèles dans cette liturgie des présanctifiés qui d'ailleurs, selon la tradition byzantine, aurait été organisée par Saint Grégoire le Grand, pape de Rome, ce qui n'est pas impossible parce que Saint Grégoire, on le sait, était très intéressé par la matière liturgique et il a été longtemps diacre apocrisiaire à Constantinople, c'est-à-dire légat du pape. Et il n'est pas impossible qu'il ait eu affaire et qu'il ait laissé son souvenir dans cette organisation de cet office très particulier. Alors ça, c'était l'état médiéval, et puis il y avait plusieurs usages, et disons que après le Moyen-Âge, en fait, l'usage qui est resté, c'est de ne célébrer la liturgie des présanctifiés que le mercredi et le vendredi pendant le carême, en fait. Donc il n'y a pas de liturgie les lundis, mardis et jeudis de carême. Sauf exceptionnellement quand il y a des très rares et très grandes fêtes qui peuvent tomber, comme l'Annonciation ou les martyrs de Sébaste aussi, qui sont une fête très importante. Mais en général, il n'y a que le mercredi et le vendredi qui ont une liturgie de présanctifié, le samedi une liturgie de Saint Jean Chrysostome et le dimanche une liturgie de Saint Basile le Grand. Et ça, c'est bien dans la liturgie byzantine. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que, par exemple, nous avions vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, chers auditeurs, par exemple, chez les Arméniens, pendant le carême, si ma mémoire est fidèle, il n'y a pas de liturgie le dimanche. C'est ce que nous avions vu, je crois. Oh, c'est bizarre ça. Non, ça me dit rien. Il me semble qu'il n'y avait que les sûr. vêpres. En semaine peut-être, non? Non, je sais C'était le plus. dimanche, mais bon, à vérifier. Oui. Ça me dit rien. Désolé. Non, c'était moi qui avais assisté, j'avais été surpris qu'il n'y ait pas Alors, de divine liturgie le dimanche. du coup, comme dans l'office byzantin, l'office des jours de semaine pendant le carême est très particulier, très marqué par la pénitence, par la tristesse de la pénitence, eh bien, on évite en général de faire mémoire des saints pendant le carême. Alors c'est assez constant en Occident aussi. Dans le carême latin, il y a très très peu de fêtes de saints. Actuellement, il n'y a que celle de Saint Joseph et de l'Annonciation qui prévalent. Éventuellement le saint patron de l'Église si jamais sa fête tombait pendant le carême, mais c'est tout. Et la règle a été observée aussi en Orient. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déporté les fêtes de saints qui tombaient, les fêtes des principaux saints qui tombaient au carême, on les a reportées soit le samedi, soit le dimanche en fait. Qui, étant jour de joie, pouvait autoriser la célébration de la joie. Donc il y a énormément de mémoire. Du coup, il y a beaucoup de mémoire de saints. Et le deuxième dimanche de carême est consacré à un saint un peu étonnant, qui est Saint Grégoire Palamas. Alors, Saint Grégoire Palamas a une vie un peu très compliquée, et je ne pense pas qu'il faille trop s'attarder sur sa vie aujourd'hui si on veut un peu avancer sur l'histoire de la Russie, parce que c'est assez complexe. Et alors là, le fait que ça soit Saint Grégoire Palamas, c'est dans toute l'église byzantine ou uniquement chez les Russes?
Alors non, parce que ça a été très vite fait. Saint Grégoire Palamas, a fini sa vie comme archevêque de Thessalonique. Il a d'ailleurs été rasié par les Arabes, il a été en déportation en Asie mineure, puis libéré, De donc il est Salonique même. Salonique si vous préférez. Heu, oh, Thessalonique, c'est bien aussi. C'est le nom des épîtres de saint Paul, c'est la seule épître, c'est la seule église, de Grèce, disons, qui a été fondée par saint Paul et qui existe encore aujourd'hui. Bon, enfin, et donc il meurt en 1359 et moins de 10 ans après, en 1368, il est mis sur les autels, il est canonisé, il est glorifié pour employer la terminologie byzantine. Et dès sa canonisation, en fait, on le commémore le deuxième dimanche de Carême. Donc c'est une décision qui a été prise très très tôt, et du coup, toutes les églises qui suivent le rite byzantin le font. Avec une nuance un peu spéciale, c'est que Saint Grégoire Palamas, qui est un auteur spirituel, qui a beaucoup écrit, disons que le thème principal, c'est la divinisation. C'est-à-dire, il reprend l'idée de Saint Irénée au second siècle, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et donc, il va beaucoup travailler sur les conditions pour lesquelles l'homme peut devenir Dieu, c'est-à-dire recevoir la grâce de Dieu, la vie de l'Esprit Saint, par la prière constante, la prière du cœur, la prière permanente, etc. En même temps, il travaille beaucoup, il écrit beaucoup sur le mystère de Dieu qui est inconcevable quelque part. Et en fait, au cours de son histoire, Saint Grégoire Palamas s'est entré à plusieurs reprises dans des polémiques avec l'Occident latin. Polémique pas complètement définitive d'ailleurs, mais notamment sur le Saint-Esprit et la procession du Saint-Esprit, dans le cadre des discussions sur le Philoquée. Il a eu beaucoup de discussions aussi avec des envoyés du pape, disons que il a donné une image qui pourrait être celle d'un anti-occidental farouche, et de ce fait, eh bien, assez longtemps, certaines églises byzantines redevenues catholiques, je pense aux uniates, aux gréco-catholiques en Ukraine. On avait évoqué sur ces ondes l'union de Brest, hein, du clergé de la petite Russie avec Rome. Eh bien, ou bien même les Melkites en Syrie, ont retiré de leur office en fait Saint Grégoire Palamas au deuxième dimanche de Carême. Donc ceux qui Dans, sont voilà, unis à Rome. tout en se disant unis à Rome, mais voilà, on voulait pas fêter un saint qui s'était Non, montré mais antipapiste en ceux fait. qui ont supprimé ça, ce sont les églises unies à Rome ou y Oui, compris les églises non, séparées? non, les églises unies à D'accord. Rome. Mais chez les églises Mais dites orthodoxes, tout le monde le... le mouvement récent au XXe siècle a été de réintroduire dans ces églises assez largement, alors c'est pas partout fait encore, mais assez largement a été de réintroduire la mémoire de Saint Grégoire Palamas au deuxième dimanche de Carême en fait. Alors à la Très Sainte Trinité? Alors tous nos curés précédents là, ont toujours fêté Saint Grégoire Palamas, donc les 3 derniers curés. Avant, je pense que c'était le cas déjà, en fait, on obéit en ça à saint Pidis, qui avait demandé à ce que l'Église catholique russe suive l'ordo publié par le patriarcat orthodoxe de Moscou. Chose un peu étrange, mais donc tous les saints du calendrier sont aussi fêtés de la même façon. Donc, Sauf s'ils sont clairement anticatholiques, voilà, j'imagine. mais c'est un peu le cas de Saint Grégoire Palamas peut-être. Donc, euh, donc il y a une difficulté, mais il semblerait que, en tout cas à Paris, il faudrait que je creuse la question pour voir dans les premières éditions de l'Église catholique russe ce qui se faisait exactement. Mais a priori, je pense que la mémoire de Saint Grégoire a été faite aussi. Donc, en tout cas, il y a un débat dans le byzantinisme catholique sur l'opportunité ou pas de célébrer ça. Et les forums sur Internet sont souvent remplis de beaucoup de discussions sur ce propos. Discussion vive, j'imagine. Oui. Comme était vive aussi l'énergie qu'a déployée Saint Grégoire Palamas dans des polémiques. C'était un grand polémiste en fait, et des polémiques dans lesquelles je ne vais pas rentrer parce que c'est très complexe, et on pourrait qualifier ça un peu de byzantinisme quand même. Alors après, il a eu une vie admirable, et surtout
son œuvre spirituelle est vraiment belle et très nourrissante en fait, hein. Sur la prière du cœur, la prière perpétuelle, c'est un des grands maîtres de l'hésychasme, c'est-à-dire cette doctrine spirituelle qui veut que on prie en permanence avec le cœur en fait, que la prière ne s'arrête jamais. Et avec des techniques un peu très orientales, hein, de récitation de la prière de Jésus. Voilà. Donc, alors j'ai choisi, 2 pièces pour illustrer, ce, 2e dimanche de Carême. La première, c'est tout simplement le Tropère. Donc, on le sait maintenant si vous êtes fidèle à cette émission qu'il s'agit de la pièce principale de l'office byzantin d'un jour liturgique, hein. Historiquement, c'était la pièce qui accompagnait le chant du Nunc Dimittis, du cantique de Siméon à la fin des Vêpres, qui s'en est légèrement détaché au cours des siècles. Et, donc, voici le Tropère de Saint Grégoire Palamas, ton 8, qui est chanté en ce dimanche. Lumière de l'orthodoxie et docteur de l'Église, dont tu fus le ferme appui, ornement des saints moines et rempart invincible des théologiens, Saint Grégoire thaumaturge, gloire de Thessalonique et de la grâce le héros, intercède auprès de Dieu afin qu'il sauve nos âmes. Et nous allons écouter un chœur russe le chanter, mais le chanter à la grecque, le chanter à la façon byzantine, donc peut-être pour honorer particulièrement Saint Grégoire Palamas, qui a été un moine au mont Athos, qui est né à Constantinople, qui a été archevêque de Thessalonique. Il s'agit du chœur byzantin Action Estine, qui est lié au monastère de Saint-Nicolas Malitsky dans la ville de Tver. Tver, une ville qu'on avait évoquée sur ces ondes, c'était un des grands Les adversaires grandes de la principautés principauté de Moscou, tout du temps à des fait. Riorikides. Voilà, au XIVe siècle, c'était le principal opposant de la principauté de Moscou, qui a été finalement réuni à Moscou par Ivan III le Grand. Donc le chœur Action Estine se consacre à l'étude et à la diffusion de la tradition du chant byzantin, mais en version slave en fait, hein. Donc nous les écoutons pour ce Tropère de Saint Grégoire Palamas. Donc nous venons d'entendre le Tropère de la fête de Saint Grégoire Palamas. Voilà, qui tombe en ce 2e dimanche de Carême tous les ans. On va écouter, alors on aurait pu écouter son conte d'Achion aussi, mais en fait il y a 2 contes d'Achia ce dimanche. Le conte d'Ach, c'est un cantique en fait qui est chanté au milieu du canon des matines et qui est aussi repris à beaucoup d'autres offices comme à la messe, à la divine liturgie. Et là c'est la couche la plus ancienne en fait. Cette pièce-là, elle est plus ancienne que l'instauration de la fête de Saint Grégoire Palamas au XIVe siècle. Elle parle du carême, elle parle du jeûne, et c'est l'ancien office qui subsiste. En fait, la fête de Saint Grégoire s'est rajoutée au-dessus de cette couche plus ancienne. Donc voici le Cantagion dit du triode, puisque le temps du carême appartient à une période liturgique où, alors ça se voit pas le dimanche, mais en semaine, au lieu de chanter 9 odes, on n'en chante que 3. Donc c'est la période du triode. Et c'est un livre liturgique particulier. Et voici donc le texte de ce conte d'Achion. Maintenant est venu le temps de nous mettre à l'œuvre, le jugement est proche. Hâtons-nous donc de jeûner. Offrons avec nos aumônes nos larmes. Nos péchés sont plus nombreux que les grains de sable de la mer, mais efface-les, Créateur de toutes choses, afin que nous recevions les couronnes incorruptibles. Alors, la musique qu'on va écouter n'est pas du tout byzantine, elle n'est pas du tout ancienne, c'est une composition récente d'une compositrice qui, je dois dire, a eu un grand écho en Russie et dans l'émigration russe, en fait. Il s'agit de Maria Chmelkova. Elle est de la fin du XXe siècle, pardon, elle est toujours vivante. Et elle a laissé beaucoup de compositions. Et là, on va écouter donc sa mise en Où musique. vivait-elle ? Elle a été, je crois elle est plutôt de
de la région d'Astrakhan, il me semble. Oui, d'accord, Euh, mais parce que comme vous parliez de oui, l'émigration, je oui. pensais qu'elle Non, était parce que migrée. les chœurs russes dans l'émigration ont accepté D'accord. aussi beaucoup ses œuvres, en fait, hein. Donc, il y a une vraie diffusion de ses compositions. Et on va écouter le chœur de l'église de l'icône de Kazan de la Mère de Dieu à Viritsa, qui est une petite ville au sud de Saint-Pétersbourg, qui nous interprète donc ce Kondakion du Triode, composé avec la musique de Maria Shmelkova. Donc nous venons d'entendre le Kondak, dit du Triode, de ce deuxième dimanche de Carême. Donc je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard, et je suis avec Henri de Villiers dans notre série d'émissions à la découverte des églises d'Orient, le 96e épisode et le 30e consacré à la Russie. Donc je crois, cher Henri, que nous avons terminé cette première partie. Tout à fait. Première sous-partie consacrée à la fête du jour, la fête liturgique, et que donc nous allons reprendre notre découverte de l'histoire russe, de la Russie chrétienne, Voilà. au fil du temps. Et renouer avec cette histoire mouvementée. Nous avions terminé la fois dernière avec cet épisode quand même assez incroyable de la montée sur le trône de Russie, Du faux d'un Dimitri. d'un imposteur. Le premier faux Dimitri, parce qu'on va en voir trois autres aujourd'hui. Donc, le premier faux Dimitri, tsar, hein, officiellement, grâce aux Polonais. Donc, on sait que on savait que c'était un moine défroqué, hein, qui avait habilement pris l'identité du faux tsarevitch Dimitri. Dimitri, rappelons-le, était le dernier descendant de la maison de Moscou. Le frère de Fiodor, de Théodore, tous deux fils d'Ivan IV le Terrible, mais lui, il avait une légitimité un peu moins assise, puisque il était issu du énième mariage, je crois, sixième ou huitième mariage. D'ailleurs, les historiens ne sont pas d'accord, de son père, et donc mariage non canonique, non reconnu par l'Église russe. Et de ce fait, légitimité un peu flanchante. Mais après le règne
de Boris Godunov qui s'était très adroitement et très habilement fait acclamer par les États généraux comme étant le tsar successeur de Théodore Fiodor, le dernier descendant de la dynastie. Eh bien, il y avait une opportunité, on a vu laquelle, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Rappelons donc que Dimitri II, le faux Dimitri, meurt assassiné par une conspiration menée par le prince Vassili Chouïski, le 17 mai 1606 à 6 heures du matin. Il est défenestré au Kremlin de Moscou et son corps est dépecé, mis en morceaux, et on tire au canon. Une fois qu'on a brûlé les morceaux, on prend les cendres, on les met dans un canon et on tire en direction de la Pologne Pour le renvoyer pour vers renvoyer le venait. faux Dimitri. Et donc, Voilà. qui devient tsar après Alors, ce faux justement, Dimitri? il fallait réélire un nouveau tsar. Donc, on réunit à nouveau le Ziemli Sobor, les États généraux, l'Assemblée, le concile, si vous voulez, de la terre russe. Parce que donc, je rappelle que Euh, les descendants d'Ivan IV Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et en fait, il y a deux candidats, deux chefs de famille princière qui étaient en présence. Vassili Chouïski, celui qui a mené la conjuration, Basil Chouïski, et un autre Vassili, Galitzine cette fois-ci. Et alors, Vassili Chouïski avait vaincu, il avait été heureux sur le champ de bataille, donc il avait une auréole de chef de guerre. Il avait été condamné à mort par le faux Dimitri, le premier faux Dimitri, qu'il avait finalement gracié. Erreur fatale, puisque finalement, il meurt d'une conjuration opérée par Basil Chouïski. Finalement... il aurait été normal que ce soit lui, et c'est ce qui va se produire. Sauf que le prince Chouïski, Vassili Chouïski, est pressé. Et ça, c'est un tort. Il aurait dû prendre son temps, il aurait dû manœuvrer intelligemment, comme a fait Boris Godunov, pour asseoir une légitimité qui était assez faible. Et au lieu d'attendre la réunion de tous les délégués, de toutes les principautés, de toutes les terres russes, en fait, il trouve que c'est trop long, et donc il va demander la couronne aux simples boyards de Moscou, et non pas de tous les délégués de la nation. Et ça, c'est déjà une erreur fatale, en fait. Donc, on le conduit au Kremlin suite à l'exécution du faux Dimitri. Et sur la place rouge, il est proclamé tsar par la populace, enfin mené par les boyards quand même de Moscou. Donc, il est acclamé tsar, mais c'est pas de façon très régulière, finalement. On ne cherche pas à asseoir ça sur un vote des États généraux, comme avait obtenu Boris Godunov, très adroitement. Peut-être que D'ailleurs. ça arrangeait les boyards de Moscou d'avoir quelqu'un avec une plus faible Oui, légitimité. oui, tout à fait. Et puis, on était dans une période tellement troublée avec des bandes de brigands qui ravageaient toutes les campagnes. L'État n'était pas du tout stabilisé. Donc, en fait, il y avait peut-être aussi des difficultés à réunir vraiment des États généraux réguliers de toutes les délégations de toutes les terres russes. Et donc, c'est un vice originel de cette nouvelle royauté quand même, puisque il n'a pas la légitimité issue des votes des trois ordres qu'avait eu Boris Godunov. Alors, il n'a pas non plus l'hérédité, puisqu'il ne descend pas de la maison de Moscou, mais quand même, les princes Chouïski sont quand même des Rurikides. Donc, ils descendent de Saint-Vladimir, ils descendent de Riorik, ils descendent Donc de on reste dans la Saint-Olga. même dynastie. Ça reste la même maison, mais une branche très éloignée. En fait, il s'agit ils descendent d'un frère de Saint Dimitri Donskoy, donc c'est assez loin, un prince de Vladimir Souzdal. Ils descendent d'Ivan II, en fait, hein, et on leur a c'est une branche
qui n'était plus souveraine, elle n'avait plus de principauté. Ils étaient propriétaires à Chouïa, une ville d'où ils tirent leur nom de Chouïski. Ils y acquièrent. Donc à la fin du XIVe, XVe siècle qu'ils se séparent de la lignée princière de Moscou, disons. Mais il aurait pu jouer sur cette carte-là pour asseoir sa légitimité. Il ne l'a pas vraiment fait, en fait, à tort, à mon avis. Euh, alors, il va être tsar, reconnu dans la lignée des tsars, et ça va être le dernier des Ryurikides effectivement, à régner sur la terre russe. Basile IV, Vassili IV. Il va choisir un mode de gouvernement constitutionnel, c'est-à-dire qu'il va jurer de ne mettre aucun boyard à mort sans jugement préalable. Ce qui tranche quand même avec Ivan IV le Terrible et avec Boris Godunov. Euh, il jure aussi de ne plus châtier les biens des criminels. Alors même que ça n'avait pas trop réussi, la clémence à son prédécesseur Voilà, immédiat. exactement. Et en fait, quelque part, ça choque même l'opinion publique parce que on était en Russie dans ce courant très autocratique, très autoritaire qui s'était mis en place autour du tsar, qui a culminé avec Ivan IV le Terrible. Et en fait, Qui là, culminé pour l'instant. pour l'instant. Et en fait, on part là dans une direction où on voit bien que Chouïski essaie d'asseoir son pouvoir sur les grands boyards et de se les attirer comme partisans, mais il y avait peut-être d'autres moyens que de leur donner une immunité, une impunité. Et quelque part, on est en train d'explorer la voie polonaise, où la noblesse a un tel pouvoir sur le souverain que celui-ci est complètement dépossédé de toute autorité. Donc il y avait un risque, et ce que certains Russes ont senti quand même déjà à cette époque. Alors, il va pas avoir un règne très glorieux, on va le surnommer le tsar crapule. Euh, il va régner 7 ans, et pendant ces 7 années de règne, le temps des troubles dans lequel on est, qui avait déjà commencé, et qui avait déjà eu beaucoup d'aventures avec le premier faux Dimitri, va atteindre son point culminant, en fait. On peut dire que c'est un effondrement total de l'État moscovite, en fait, qu'on voit, et qui va devoir se redresser après ce temps des troubles, mais la Russie a failli complètement disparaître, en fait, à ce moment-là. Alors il va faire un peu comme ses prédécesseurs, il va essayer de faire des réformes législatives, mais la seule chose qui aboutit vraiment, comme toujours, c'est de nouvelles règles, de nouvelles lois qui interdisent aux propriétaires de libérer leurs serfs. Donc on avait vu qu'autrefois, il n'y avait pas vraiment de servage, c'est-à-dire que les paysans pouvaient passer librement d'un propriétaire à un autre, puis que Boris Godunov avait supprimé ça, Ivan IV aussi. Boris Godunov s'était appuyé là-dessus pour asseoir Sur les petits sur propriétaires. les petits propriétaires pour Alors avoir que un ceux qui soutien. voulaient l'inamovibilité des serfs, c'était plutôt les grands propriétaires, les grands boyards. Oui, voilà. Et donc là, on va encore un peu plus loin dans le servage, puisque maintenant, les propriétaires ne peuvent plus libérer leurs serfs, en fait. Ils ne peuvent plus affranchir leurs serfs. Donc, la possibilité n'existe même plus. Euh, et alors, dès son avènement, on l'a vu, Basile IV s'est appuyé sur Moscou uniquement, et c'est une grave erreur stratégique parce que immédiatement, la province va s'opposer à lui, en fait. Il y a un antagonisme entre la province et Moscou qui se met à jour à ce moment-là. Les provinces sont mécontentes de ne pas avoir été consultées sur le choix du souverain. En plus, avec les difficultés de communication, elles apprennent quasiment en même temps que il y avait un Dimitri qui était remonté sur le trône de ses pères, que finalement, deuxième nouvelle qui tombe, que ce Dimitri finalement était un imposteur diabolique, et troisièmement, qu'il y a un nouveau tsar qui règne déjà sur la Russie sans qu'ils aient été consultés. Le Donc, Dimitri dont vous parlez, c'est c'était le faux Dimitri, Voilà, le premier le faux premier. Dimitri. Le premier, manifestement, a été assassiné enfant par Boris Godunov, enfin a été fait assassiner par Boris Godunov. D'ailleurs, Basile Chouïski avait été nommé responsable de l'enquête après la mort, qui avait conclu que le vrai Dimitri s'était tranché les veines accidentellement. Bon. Voilà. Et donc, en fait, ça fait beaucoup
d'occasion de trouble pour la province. Euh, toute légitimité paraît douteuse. On ne sait plus à qui se fier exactement. Et ça ouvre la voie à une démoralisation complète de la société russe, en fait, hein, qui laisse la place à des aventuriers. Euh, Et est-ce qu'il y a toujours des invasions, tant par l'ouest avec la Pologne ou peut-être on la va en Suède, parler, je on va sais en pas, parler, oui, tout à et du fait. sud, Ah sud et tout l'est le monde en avec profite, tout le monde en profite. les Mongols, etc. Alors, les Tatars de Crimée vont aussi pas tellement en profiter, mais ça va être plutôt la Pologne, bien sûr, qui va avoir une opportunité. Et, euh, et donc, euh, les gens sont tellement démoralisés qu'ils sont prêts à gober la première belle histoire qui arrive, en fait, hein. Et il l'avait déjà fait avec le premier faux Dimitri. On avait eu cette chose incroyable que un usurpateur s'était fait passer pour un tsarevitch. Il s'était même fait reconnaître par son hypothétique mère qui finalement après, une fois qu'il était mort et envoyé en poudre vers la Pologne, avait dit non, elle s'était trompée, La elle mer avait été aussi est abusée. envoyée en poudre? Non, non, mais la mère avait reconnu son erreur après que Ah oui. son faux fils se soit fait dézinguer. Mais donc, avant même que les troupes étrangères rentrent en Russie, c'est surtout la rébellion qui se met à jour un peu partout. Et, euh, et en fait, les provinces méridionales près de la Pologne se soulèvent, sont en insurrection. Euh, il y a un cerf, alors je ne vais pas trop m'attendre là-dessus, mais il y a un cerf qui s'appelle Bolotnikov qui réunit plein de brigands et qui finit à faire une petite armée de brigands qui commence une guerre civile. Dans l'est du pays, là où la Russie avait conquis Kazan, sur des tribus tatars, mais aussi beaucoup de populations d'origine finno-ougrienne. Je Là précise que aussi, c'est l'est du pays à l'époque, oui, pas aujourd'hui. pas aujourd'hui. Il y Mais a quelques milliers de kilomètres en oui, plus, ou dizaines. voilà. Mais ces tribus tatares et finnoises trouvent prétexte pour se soulever contre le pouvoir central et revendiquent une nouvelle indépendance. Donc on voit bien que l'empire russe se disloque en fait, et que plein de forces qui avaient été mises sous cloche par la main formidable des tsars au cours des siècles immédiats et finalement se libèrent en fait, hein. Euh, et, euh, et en fait, les fables grossières vont prospérer. Et il y a toujours cette crédulité qui s'installe dans un moment de grande détresse. Et donc, à Moscou, le peuple se souvient que on avait exposé le cadavre du faux Dimitri sur la place rouge, mais couvert d'un masque. Et donc, évidemment, se dit que finalement, ce n'était pas le vrai faux Dimitri qui avait été tué, mais peut-être que le Dimitri qu'ils avaient eu comme tsar finalement survivait. Et donc la fable commence à se Mais propager sait-on que pourquoi est-ce qu'on lui avait mis un masque? j'ai lu ça. En fait, c'était un masque qu'on mettait sur les voleurs, sur les têtes des voleurs en fait. Donc c'était une tradition, voilà. Mais du coup, on ne voyait pas la vraie tête en fait, hein. Et, alors on va même annoncer l'arrivée de Dimitri qui a une seconde fois échappé à ses meurtriers. On invente même un tsarevitch Pierre, un fils tout d'un coup qui apparaît Du Dimitri. de Théodore, de Fiodor, le fils d'Ivan IV, qui n'a jamais eu d'enfant, mais tout d'un Donc un faux coup, Pierre, en il y plus a du faux un Dimitri. faux enfant qui apparaît, alors d'un père qui n'a jamais eu d'enfant. Bon, c'est un peu étrange. Donc, voilà. Et finalement, ben, à force d'attendre un faux Dimitri, ben, il y en a un qui arrive, forcément, c'est logique. Et donc, à l'été 1607, arrive un nouveau Dimitri. Alors, ça va être le second faux Dimitri, hein.
Donc le premier a déjà régné, a été tsar, grâce à l'action de la Pologne qu'il a soutenue habilement. Voyons ce que va devenir le deuxième faux Dimitri. Alors autant Otropiev, qui avait été le premier faux Dimitri, on arrive à suivre son histoire. On voit très bien le parcours, comment il a été au contact des rouages du pouvoir et donc avec son oreille, il a pu percevoir des secrets d'État qui lui ont permis ensuite de construire son histoire de faux Dimitri. On sait que c'est un moine qui s'est réfugié en Pologne et ainsi de suite, que les jésuites ont vu l'opportunité politique aussi de cette histoire et l'ont proposé au roi de Pologne. Là, le second faux Dimitri, on ne sait pas très bien qui c'est. Il y a plusieurs hypothèses, on ne sait pas trop. On comprend juste que c'était un homme intelligent, habile, assez lettré et très brutal en fait. Mais Et de quel son identité parti réelle, on ne sait pas. et prend-il le parti de la Pologne ou... Alors, il apparaît en 1607. Comme toujours, comme le premier faux Dimitri, il va s'associer avec des princes polonais, puisqu'officiellement la Pologne n'avait pas pris part à l'aventure du premier faux Dimitri. Le roi avait laissé libre champ à ses nobles qu'ils voulaient faire cette aventure d'y aller. Donc, bon. Ça devait Mais permettre de les éloigner aussi. aussi. Et donc là, il y a deux nobles polonais de grande stature, de grand renom, Lisowski et Roginski, qui vont s'intéresser à ce nouveau faux Dimitri. Et comme le premier faux Dimitri, les Cosaques, alors on avait expliqué que c'était ces Cosaques, il y a deux grandes Cosaqueries, celle du Don, les Cosaques du Don, et puis qui sont dirigés par un certain Zarudzki, qu'on va retrouver plusieurs fois dans cette histoire, et aussi les Cosaques Zaporoj, c'est-à-dire ceux qui sont les Cosaques du Dniepr, viennent aussi gonfler les troupes de ce faux Dimitri, qui finalement arrive à lever une armée, probablement financée comme le premier faux Dimitri par le roi polonais, qui est toujours Sigismond III Vasa. Et donc ce second faux Dimitri marche à nouveau sur Moscou, avec à la fois un assemblage de troupes polonaises et de Cosaques, principalement de Cosaques du Don plus que de Cosaques du Dniepr. Alors, chose très étonnante, dans cette troupe, en fait, il y avait 6 autres imposteurs avec lui, qui se donnaient tous d'être des fils ou des petits-fils ou des arrière-petits-fils d'Isan IV le Terrible. Donc c'était un assemblage d'imposteurs, mais lui, les commandait quand même. Bon. Au printemps 1608, avec toutes ses forces, nouveau faux Dimitri arrive à l'horizon de Moscou. Il bat plusieurs fois les troupes de l'armée du tsar en place, qui est Basile IV Chouïski. Et il s'arrête à 12 verstes de la capitale, dans un village appelé Touchino. Et finalement, il s'arrête là. Il ne va pas faire le siège de Moscou parce qu'il n'a pas assez de force et de moyens en fait pour se permettre ce siège. Alors, ce village de Touchino est resté dans l'histoire et ça va donner le surnom à ce deuxième faux Dimitri qu'on va appeler, alors selon ses partisans ou qu'on est son adversaire, on va l'appeler soit le tsar de Touchino, soit le brigand de Touchino en fait. Et ses partisans, on va les appeler les touchinistes. Voilà. Alors, du coup, on se retrouve avec deux tsars, puisque celui de Touchino dit bah, moi je suis déjà tsar, je n'ai pas besoin d'être sacré, Moscou, parce que sa région. je suis jamais que le premier faux Dimitri qui continue, il n'est pas mort. En fait, on a fait croire qu'il était mort, mais c'est pas lui. Bon, voilà. Donc, il est tsar, pour ses partisans en tout cas, et il se dit le petit peuple, puisque c'est une belle histoire qui marche bien dans les couches populaires. Et en face de lui, à 12 verstes, il y a le tsar de Moscou, qui est Basile IV Chouïski. Alors là, on va assister à quelque chose de très bizarre, c'est que les deux cours vont essayer de s'attirer les bonnes grâces de tout le monde, en fait. Le nouveau faux Dimitri va quand même va arriver à s'attirer les bonnes grâces de beaucoup de personnages importants, y compris, alors le plus connu, c'est Fyodor Romanov, qui est donc le neveu d'Ivan IV, le Terrible, parce Ivan IV avait épousé une Romanov, et un grand boyard qui avait été exilé par Boris Godunov et qui avait été fait moine, et depuis il était devenu
le métropolite Philarète. Alors c'est le propre cousin du vrai Dimitri, hein, celui qui est mort enfant. Métropolite Philarète de Moscou? Alors non, il était d'abord dans une autre ville, mais il va finir à Moscou comme patriarche de Moscou. Donc le vrai cousin du vrai Dimitri vient rendre hommage au deuxième faux Dimitri, en fait. C'est quand même assez incroyable. Et du coup, en Mais il ne le récompense... reconnaît pas? Bah, c'est compliqué, l'autre est mort enfant. Après, je pense que c'est des opportunités politiques. Il le reconnaît, mais c'est plus par politique, j'imagine, que par vraie reconnaissance Que par conviction. du cœur. Oui. Et donc, en récompense, le métropolite Philarète devient patriarche, en fait, mais pour Tushino, hein, pas pour Moscou. Et en fait, on va voir comme ça plein d'ambitieux qui vont passer d'une cour à une autre et qui vont solliciter au pied des deux tsars des prébendes, des postes, des charges, et qui vont les avoir. C'est-à-dire qui vont toucher double traitement, qui vont être rassasiés d'honneur à la fois par Basile à Moscou et par Dimitri à Tushino. Et on les a désignés sous un sobriquet, ces transfuges d'oiseaux de passage, Piereliti en russe en fait, hein. Donc, puisqu'ils passent d'un camp à un autre en permanence. Alors les Polonais, bien sûr, affluent au camp du brigand de Tushino. En particulier, un important noble de la noblesse polonaise, le prince Sapieha, Jean Sapieha, voïvode, vient le rejoindre avec des troupes. Les troupes polonaises vont essayer de faire le siège, non pas de Moscou, mais du couvent de la Trinité Saint-Serge. Le couvent de la Trinité Saint-Serge, c'est ce monastère fameux fondé par Saint-Serge de Radonège, un peu le héros de la résistance russe face aux Mongols, aux Tatars, que nous avons maintes fois évoqué, dont nous écoutons souvent les enregistrements, et qui est encore aujourd'hui un haut lieu de l'orthodoxie russe. Et donc les moines se défendent et les Polonais n'arrivent pas à prendre le monastère. Les moines se battent pour la foi et pour le tsar, et puis ces moines belliqueux vont en fait être les meilleurs serviteurs de la cause nationale russe, puisqu'ils vont tenir un siège de 16 mois, et au bout de 16 mois, les Polonais de Sapieha sont obligés de s'avouer vaincus et de lever le siège, en fait. Et on verra par la suite que C'est le début du reflux? Non, pas encore, mais en tout cas, c'est le début d'une influence majeure du monastère de la Trinité Saint-Serge dans le renouveau, le réveil de l'âme russe et la solution pour sortir du temps de crise, en fait, hein, du temps des troubles. Alors quand même, il y a des grandes villes comme Vladimir, comme Souzdal, comme Rostov, comme Pereyaslav et 18 autres villes Qui échappent au contrôle. qui vont prêter allégeance au nouveau faux Dimitri. Ce qui fait que la Russie est quand même partagée en deux, entre deux tsars qui se font face à quelques kilomètres. Et donc... La plus grande partie de la Syrie utile est avec le faux Dimitri. Alors, le faux Dimitri va tenir plutôt le sud et Basile Chouïski le nord, disons, globalement pour schématiser. Basile Chouïski sent que les choses vont mal pour lui, et donc il va se dire qu'il faut négocier avec la Pologne quand même, puisque c'est la Pologne qui fournit les armes, qui fournit les subsides à cette cour de Tushino. Et donc il va signer en 1608 un traité avec le roi de Pologne. Alors, le roi de Pologne s'engage à ne plus soutenir le faux Dimitri. Et en échange, en fait, le tsar Basile IV Chouïski s'engage à libérer tous les prisonniers polonais qu'il détenait au Kremlin de Moscou depuis son accession au pouvoir, depuis qu'il avait fomenté une conjuration de palais contre le premier faux Dimitri, qui avait une princesse polonaise notamment comme épouse, et donc on va rendre cette princesse polonaise, on va rendre tous les personnels polonais qui étaient dans la cour du faux Dimitri, on les renvoie en Pologne. Donc parmi ces prisonniers, il y a donc cette Marina, la veuve de Dimitri II, le premier faux Dimitri, et qui rentre en Pologne, puisque c'est les termes du traité.
Et dans son retour en Pologne, elle est capturée par les troupes du faux Dimitri, du second faux Dimitri, qui l'emmène captive à Tushino. Et là, elle reconnaît que c'est son époux, miraculeusement épargné. Elle va se marier en privé, alors parce que normalement elle est déjà mariée avec le premier faux Dimitri, mais alors pour calmer sa conscience, parce qu'elle sait bien que c'est pas son époux. Euh, donc elle va épouser le second faux Dimitri, mais en secret. Officiellement, ils sont Est-ce que la déjà. mère est toujours là pour reconnaître que c'est bien son fils? Alors, ça, je ne sais pas. Mais, et en fait, ça va être un appui extraordinaire. Parce que le premier faux Dimitri avait quand même beaucoup de soutien, notamment dans le petit peuple, puisqu'il avait eu une politique plutôt libérale contre les grands seigneurs. Et donc là, ça Et, rattache et le du coup, nouveau. voilà, la veuve du premier faux Dimitri reconnaît que le second, c'est son mari, c'est la même personne. Et donc, ça va donner un formidable effet de dynamisme pour, pour ce faux Pour sa tsar, en campagne, fait. ouais. Hein. Et donc, ça fait évanouir plein de doutes chez beaucoup de Russes, en fait. Et du coup, il se trouve renforcé, ce faux Dimitri, et du coup, finalement, il a suffisamment de troupes maintenant Pour attaquer pour attaquer Moscou. Moscou. Exactement. Alors, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard. Je suis avec Henri de Villiers pour notre émission, notre série d'émissions à la découverte des églises d'Orient, le 96e épisode, et le 30e consacré à la À la Russie. Russie. Alors du coup, Basil Kaczynski à Moscou va se dire, bon, j'ai essayé de traiter avec la Pologne pour essayer de gagner un peu d'oxygène, mais ça suffit pas. Là, je vais être attaqué par les troupes du faux Dimitri de Tushino. Du coup, il se tourne vers l'autre grand pays adversaire de la Pologne, mais aussi de la Russie, c'est la Suède. La Suède qui est présente dans la Finlande actuelle et qui a toujours guerroyé à la fois contre la Russie, mais aussi contre la Pologne. Alors c'est la même dynastie qui règne en Suède et en Pologne, on l'avait évoqué sur ces ondes, la maison de Vasa. Simplement, pour des raisons religieuses, le roi de Pologne ne pouvait pas devenir roi de Suède puisqu'il n'était pas luthérien mais catholique, et donc les deux branches de la même famille se font une guerre atroce à cette période-là. Et donc Chouïski se dit, ben voilà, je vais traiter avec les Suédois pour avoir un peu de bouffée d'oxygène de ce côté-là. Donc il envoie son neveu, le prince Skopin Chouïski, qui va signer un accord avec la Suède. Mais je crois qu'on va écouter un bobino. petit bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci, chers auditeurs, pour votre générosité, pour permettre à Radio Courtoisie de continuer à produire toutes ces émissions, dont celle-ci. Voilà, donc le Basil Chouïski envoie son neveu Skopin Chouïski pour signer avec la Suède, et donc l'accord est fait en 1609, en février 1609. Moscou doit céder la Carélie, donc c'est la région de Saint-Pétersbourg actuelle. C'est même tout oui, c'est toute la partie, partie au nord de Saint-Pétersbourg jusqu'à la mer Blanche. Donc, elle doit renoncer à ses prétentions sur la Livonie, donc c'est une partie l'Estonie actuelle. des États baltes, voilà, et où les Suédois sont implantés aussi. En contrepartie, en fait, la Suède envoie un corps expéditionnaire de 5000 Suédois, bien armés, avec des armes modernes, et sous le commandement d'un certain monsieur de la Gardie, un protestant d'origine française. Et avec ce renfort, eh bien, on va chasser les troupes touchinistes qui s'avancent sur Moscou. Et finalement, l'imposteur, le brigand de Tushino, le second faux Dimitri, est obligé d'évacuer Tushino, le siège de son pouvoir. Et en mars 1610, le prince Skopin Chouïski, le neveu donc du tsar, s'empare de Tushino. Et Dimitri se réfugie au sud, plus au sud, dans la ville de Kalouga avec ses partisans. Mais il continue de se proclamer tsar. Alors, c'est pas fini. Ça se complique. Troisième. Donc on avait deux tsars en même temps. Donc Puis il y a le Basil Chouïski, Chouïski, peut-être.
Hmm. Il y a le faux Pierre. Lui, il disparaît très vite dans l'histoire, heureusement. Mais il y en a d'autres. On avait donc le tsar de Moscou, Basile IV Choueïski, avec une légitimité douteuse parce qu'il n'a pas pris le soin de se faire élire par les États généraux russes. Il n'est pas très habile en plus. Il est un peu âgé, il a plus de 50 ans et il n'est pas très dynamique. Et en fait, voilà. Il y a en face de lui le second faux Dimitri qui est réfugié à Kalouga. Et bien, il va y avoir un troisième prétendant au trône de Russie, le roi de Pologne. Alors, le roi de Pologne, il voit effrayer Il ne se prétend pas être un Dimitri. Non. Quand même pas. Quand même pas. Il a soutenu déjà 2 faux Dimitri, en douce, pas officiellement. Mais là, il voit une chose qui le terrifie, c'est l'alliance entre la Russie et la Suède, son ennemi juré du moment, son ennemi le plus dangereux. Et donc, il se décide à baisser le masque et à intervenir directement dans l'affaire russe, en fait, dans ce temps des troubles. Donc, Sigismond Vaza va prendre les armes et il indique que c'est son fils qui va être le tsar de Russie, en fait, son fils Ladislas. Donc, il veut placer son fils Ladislas sur le trône de Russie. Alors, il rentre en guerre, il veut restituer à la Pologne toutes les places qu'elle a perdues au cours du XVe siècle, notamment sous le règne d'Ivan III et d'Ivan IV. Et on se retrouve finalement avec 3 prétendants au trône de Russie, Basile à Moscou, le second faux Dimitri à Kalouga et Ladislas Vaza. Donc, il considère que c'est un prétexte de guerre que cet accord entre la Suède et la Russie, et naturellement, il entre en guerre, et la première ville qu'il assiège, c'est Smolensk, en fait, qui est la grande ville disputée depuis plusieurs siècles déjà entre la Pologne et la Russie. Donc il met le siège à Smolensk, il écrit aux habitants pour leur dire que non, c'est pas pour faire couler le sang des Russes, mais au contraire pour les protéger, puisque il est là prêt à garantir le maintien de leur culte orthodoxe et de leur liberté. Voilà, et il veut en fait asseoir le pouvoir de son fils, qui doit être le tsar légitime de Russie. Est-ce qu'il y a des liens dynastiques qui permettaient d'asseoir ses prétentions ? Alors, il y a eu plusieurs mariages entre les maisons de Moscou et la maison Vasa, mais souvenez-vous, à chaque élection en Pologne, les tsars ont toujours essayé soit de mettre leur tsarevitch, soit eux-mêmes comme candidats. Ça n'a jamais marché parce qu'ils n'ont jamais mis assez d'argent sur la table, mais il y a toujours eu cette volonté d'unir les 2 grandes nations slaves, en fait, qui, linguistiquement, ça aurait pu fonctionner, mais religieusement, le fossé se creuse de plus en plus entre l'orthodoxie et le catholicisme, en fait, et les tensions religieuses sont tellement vives, et ça, les habitants de Smolensk le perçoivent très clairement, et donc ils repoussent les avances de Sigismond en lui répondant que non, ils savent très bien que les orthodoxes sont persécutés dans ces États, et donc ils décident de défendre la ville coûte que coûte. Alors là, en mars 1610, le prince Skopin-Chouïski, donc le propre neveu du tsar de Moscou, brise le siège de Smolensk. Il rentre en vainqueur à Moscou, c'est énorme, il a battu les Polonais. Et là, il meurt subitement, manifestement empoisonné. Alors, il y a 2 théories. Le peuple moscovite pense que c'est son oncle, Basile IV, qui l'a empoisonné par jalousie et parce qu'il commençait à avoir trop de prestige, puisqu'il avait négocié avec les Suédois. Il avait battu le faux Dimitri, il avait renversé les troupes et chassé les troupes du faux Dimitri des environs de Moscou. Il vient surtout de remporter une victoire éclatante en libérant Smolensk de l'emprise polonaise. Donc voilà, les historiens pencheraient plutôt pour... en fait, comme on ne sait pas, en fait, est-ce qu'il est mort assassiné, on ne sait pas, mais il penserait plutôt que c'est un empoisonnement dû à un autre Chouïski, Dimitri Chouïski, qui est un autre cousin médiocre et jaloux et impopulaire. Sur l'héritage. Peut-être. Sur la succession. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Basile a eu 2 enfants de sa femme.
mais 2 filles et qui sont déjà mortes, en bas âge, en fait. Donc, il n'a pas d'enfants, donc c'est forcément ses neveux ou frères ou cousins qui vont hériter de cette nouvelle, branche dynastique Riorikide qui essaie de se maintenir à Moscou. Donc, voilà, alors ça, c'est un coup quand même pour, le parti moscovite, hein. Et donc, les troupes polonaises forcément reprennent du poil de la bête et avancent vers Moscou. L'armée polonaise est plutôt victorieuse, remporte plein de batailles, finit par prendre Smolensk, et bien, les boyards à Moscou prennent peur devant l'avance polonaise et alors le tsar fait jurer solennellement à tout le monde d'être obéissant, donc il y a un nouveau serment, qui est fait, d'obéissance, mais en fait, ça J'imagine marche qu'ils pas, s'empressent de trahir leur serment. évidemment. Et en fait, le peuple se soulève à Moscou et en fait, cette avancée des troupes polonaises va causer la chute de Basile, Chouïski. Alors il y a plein d'explications, hein. C'est que Dimitri Chouïski, qui a pris la place de son cousin Skopin Chouïski, est très impopulaire, à la fois par le peuple de Moscou et dans l'armée. Il essaie de ralentir l'avancée polonaise, mais en fait il se fait battre sur le champ de bataille, en particulier parce que les mercenaires étrangers désertent. Et évidemment, Les mercenaires étrangers, c'était les Suédois c'est principalement. suédois principalement. Et donc le peuple de Moscou se soulève, il y a une révolution. Et on fait une grande assemblée, un genre d'état généraux, mais que de Moscou, des boyards et des bourgeois qui se tient, et on signifie au tsar, par une humble requête, qu'il doit quitter son trône, parce qu'il faisait trop de couler le sang des chrétiens. Et donc le tsar est en fait contraint d'obéir, il abdique, et puis on l'oblige à se faire moine en fait, hein. Voilà. Et donc il sauve sa tête quand même. Donc il sauve sa tête pour l'instant. Mais il faut trouver un nouveau tsar. Qui élire? Alors là, il reste plus que 2 candidats. Il y a soit Vladislas, le roi de Pologne, soit le deuxième faux Dimitri qui est toujours dans sa ville de Kalouga. Bon, c'était quand même entre 2 mots lequel choisir, et finalement, cette assemblée choisit, chose incroyable, mais pas si logique que ça, parce qu'ils savent que l'autre est un imposteur. Ils vont choisir Ladislas, le fils du roi de Pologne, comme tsar. Donc, Donc c'est là qu'il va rentrer dans Moscou. oui. Alors donc les Polonais arrivent pas très loin de Moscou. Et il y a des négociations quand même, parce que, ok, on élit l'héritier du roi de Pologne comme tsar de Moscou, mais il faut quand même négocier. Donc les points de négociation, c'est la question religieuse, l'orthodoxie. Il faut que le jeune prince promette de maintenir l'orthodoxie en Russie, promette de maintenir toutes les libertés et privilèges des différents ordres, de la noblesse, du clergé, etc., des bourgeois, et promette de partager son pouvoir avec la Douma, l'Assemblée générale des États généraux, qu'il n'y ait pas d'exécution sans jugement, qu'on ne soit pas dépouillé sans motif. Ça, c'est les requêtes des moscovites. Et en fait, donc ça marche. On accorde tous ces points. Les moscovites jurent obéissance à leur nouveau tsar, Ladislas, mais il reste un point qui était la dernière pierre d'achoppement, c'est que les moscovites veulent que Ladislas, leur souverain, embrasse l'orthodoxie et soit un souverain orthodoxe. Parce que dans la conception russe héritée de Constantinople, le prince est le chef de l'Église quelque part aussi. C'est pas uniquement le patriarche en fait. C'est le césaropapisme issu de Constantinople. Donc ce serait inconcevable qu'il garde une religion étrangère et qu'il n'adopte pas la religion du pays. Alors évidemment, ça pose problème. Les émissaires polonais renvoient la décision au roi de Pologne. Le roi de Pologne demande, ok, mais il faut traiter ça sérieusement et envoyez-moi des ambassadeurs. Donc Moscou envoie 2 ambassadeurs, le prince Basil Galitzine
et le métropolite Philaret Romanov, donc celui qui était devenu temporairement patriarche avec le second faux Dimitri, mais qui l'avait ensuite abandonné, et qui est redevenu donc métropolite. Philaret Romanov, donc, qui aura beaucoup d'importance dans l'histoire par la suite. Alors, les deux ambassadeurs vont jusqu'à Smolensk pour rencontrer le roi de Pologne. Et finalement, ça se passe plutôt bien. Et finalement, pourquoi pas unir les deux grandes monarchies de l'Europe de l'Est, la Pologne et la Russie. C'était un projet extraordinaire, géopolitiquement parlant, puisque ça constitue un empire immense, en fait. Les deux plus grands États d'Europe de l'époque qui se réunissent sous la même férule. Bon, même si au départ, c'est l'héritier de Pologne qui devient tsar de Russie. Voilà, alors finalement les choses sont plutôt en confiance, et du coup en confiance les boyards de Moscou ouvrent les portes aux troupes polonaises qui viennent s'installer dans Moscou. Voilà. Alors ça va être la source de grand malheur. C'est la seule fois, après les Mongols, que des troupes étrangères rentrent dans Moscou. Oui. Jusqu'à Napoléon. Napoléon est rentré, mais il y aura la même conclusion, et d'ailleurs à 200 ans de distance près, en fait, exactement. Alors, dans les conditions des accords, en fait, le roi de Pologne, Sigismond, demande que l'ancien tsar, qui a été déposé, Basil Kaczewski, soit envoyé en exil en Pologne. On l'avait déjà réduit à l'état monastique, en fait, dans un exil intérieur, mais là, il est exilé en Pologne avec ses frères. Donc toute la famille Chouïski proche est envoyée par sécurité pour pas que au terme d'un revirement la population russe se dise finalement on a toujours notre tsar, il est déposé certes, mais peut-être qu'on pourrait le remettre sur le trône. Donc c'était de bonne prudence stratégique. Un faux Basile. Oui. Et puis là il y a une chose un peu étonnante, c'est que il y a une chose peut-être un peu difficile à comprendre, c'est que une fois que le trône est assuré pour son fils, Sigismond se dit mais en fait non, c'est moi qui dois être tsar de Russie. Et donc il veut devenir tsar. Et ça, c'est un changement complet. Il va demander à rencontrer les ambassadeurs. Les Russes, évidemment, voient les choses de façon un peu étonnante. Et là, l'opinion publique se dit, mais ça va pas, on est en train de livrer notre pays aux Polonais. Ok, le fils, ça allait encore, mais le père, c'est vraiment la réunion des deux États et on va devenir polonais quelque part. Et donc là, les boyards se souviennent qu'il y a toujours le second faux Dimitri qui existe toujours. Et en fait, une partie de l'opinion publique va revenir auprès de la cour qui était très diminuée du second faux Dimitri à Kalouga. Bon, mais ça va pas marcher. Oui. Il y a toujours l'armée polonaise dans Moscou. Il y a toujours l'armée polonaise dans Moscou. L'armée polonaise, la garnison polonaise, le chef de la garnison polonaise écrit au roi de Pologne pour qu'il fasse une entrée triomphale à Moscou. Et la lettre devait être signée. On demande à ce que le patriarche de Moscou signe cette lettre. Et le patriarche Hermogène, qui est saint pour l'église russe orthodoxe, saint Hermogène de Moscou, refuse de signer cette lettre. Et il est jeté en prison, évidemment. Bon, donc les espoirs se retournent vers le second faux Dimitri qui tout d'un coup redevient opportun. Mais malheureusement,
celui-ci, en train de regonfler ses troupes, il se rallie quelques Cosaques et même certains Tatars, et un prince tatar, un certain Ouras Mohammed, qui est le fondateur de la lignée des princes russes Ourousov, vient à sa cour avec une troupe nombreuse de cavaliers tatars. Et il y a une querelle entre le faux Dimitri, qui était un personnage assez odieux, en fait, quand on regarde dans le détail, et ce prince Ouras Mohammed. Et le fils d'Ouras accuse son père de vouloir comploter contre la vie de Dimitri. Et du coup, le brigand de Tushino, le faux Dimitri, ordonne l'exécution de ce prince tatar. Et en fait, pris de remords, le fils qui avait dénoncé son père, finalement tue le faux Dimitri, le second faux Dimitri, au cours d'une partie de chasse. Donc cet espoir russophile s'effondre également. Et alors ce faux Dimitri, souvenez-vous, il avait épousé la veuve polonaise du premier faux Dimitri. Et cette veuve enfante un fils posthume quelques mois après la mort de son père, qui est peut-être un nouvel espoir pour les partisans des faux Dimitri. Toujours est-il que cette mort du faux Dimitri a quelques conséquences. D'une part, Sigismond n'avait plus vraiment de prétexte pour faire la guerre en Russie, puisque son pouvoir était établi à Moscou. Il n'avait plus besoin de rentrer en campagne contre le faux Dimitri. Les nobles russes aussi, quelque part, ça les arrange, cette mort, puisqu'ils redoutaient surtout que le peuple se tourne vers le second faux Dimitri. Mais il reproche à la haute noblesse de s'allier avec la Pologne. Mais finalement, cet aspect tombe aussi. Du coup, on est obligé de se dire il faut composer avec les Polonais, les Polono-Lituaniens. Et donc, alors, il y a quand même beaucoup d'agitation, comme on peut imaginer. Dans la province, il y a des résistances quand même à ce projet d'union polono-russe. Et puis, les choses se passent mal à Moscou. Le peuple de Moscou se rebelle contre les soldats polonais qui, comme toute soldatesque, fait des exactions dans la ville, on peut imaginer. Et en fait, en rétorsion, les troupes polonaises massacrent, font un massacre général dans Moscou. 7000 hommes seraient morts dans la même journée. La résistance s'organise quand même, et finalement les Polonais sont repoussés, sont obligés de se cantonner dans le Kremlin et dans le quartier de Kitaïgorod, qui est au nord du Kremlin, la ville chinoise Kitaïgorod. C'est un quartier très sympathique de Moscou encore aujourd'hui. Et donc les Polonais, pour essayer de se dégager de cet encerclement, mettent le feu dans les rues voisines, et finalement Moscou brûle. Donc un terrible incendie. Moscou était aussi beaucoup en bois. Voilà. Et en fait, il y a en province un certain Lapounov qui réunit des troupes russes dans la ville de Ryazan. Et avec la nouvelle de cette réunion d'une résistance russe et de l'émeute de Moscou, Sigismond prend peur, et le roi de Pologne fait arrêter les ambassadeurs moscovites, le prince Galitzine et le métropolite Philaret Romanov, et il les envoie prisonniers à Marienbourg en Prusse. Sigismond arrive enfin à ce moment-là à vaincre la résistance héroïque, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais Smolensk résistait toujours aux troupes polonaises. Donc là, Smolensk tombe, et Basil Kaczynski, l'ancien tsar, est traîné à pied dans un cortège triomphal de Sigismond qui parade dans les rues de Varsovie pour fêter la victoire de Smolensk et la victoire sur le tsar Basil IV. Alors, la résistance s'organise. Je ne sais pas s'il nous reste... Il reste 7 minutes. 7 minutes. Bon, on va essayer
d'avancer. On n'aura peut-être pas le temps de voir le troisième et le quatrième faux Dimitri aujourd'hui. Ça sera Mais pour le mois prochain. voilà. Euh, alors, j'ai évoqué un certain Lapounov, donc, qui réunit une première armée russe indépendante quelque part. Ils n'ont pas de souverain, mais le seul objectif, c'est se débarrasser des Polonais. Ils sont rejoints par le prince Troubetskoy à la tête de troupes aussi, et puis le chef des Cosaques du Don, Ivan Zaroutsky, qui avait recueilli la veuve du second faux Dimitri. Et finalement, ils arrivent à Moscou avec 100 000 hommes et qui assiègent les Polonais qui sont enfermés dans le Kremlin. Mais 100 000 hommes ne suffit pas à vaincre la garnison polonaise, surtout parce que ces troupes sont désunies. En fait, les trois chefs se jalousent mutuellement et chacun n'était pas sûr. Lapounov avait tourné kazakh et avait servi tous les précédents tsars et faux tsars sans aucune vergogne. Le Zaroutsky s'était déclaré pour le premier faux Dimitri, pour le second faux Dimitri ensuite. Le prince Troubetskoy avait encore d'autres options par le passé. Les Cosaques, bon, bah, c'est quand même un genre de piraterie, donc ils se rendent un peu odieux au peuple de Moscou et font surtout du pillage. Donc en fait, et puis les Polonais manœuvrent très bien et font une fake news. Désolé, il faudrait que je mette une pièce dans le cochon, mais une fausse nouvelle. Ils forgent une fausse lettre indiquant que Lapounov va en fait a écrit qu'il fallait massacrer les Cosaques du Don. Donc ils font transmettre cette lettre aux Cosaques, qui évidemment se rébellent, se fâchent, et puis attaquent Lapounov et le tuent. Et donc finalement, ces 100 000 hommes se battent entre eux et pour le plus grand bien des Polonais qui sont retranchés dans le Kremlin. Donc en fait, on arrive à une situation de guerre civile terrible. Pour C'est la guerre de conclure, tous contre tous, quoi. oui, voilà. Je me demande si on était dans un état aussi terrible en France au terme des guerres de religion, parce que le XVIe siècle a été très compliqué aussi dans notre pays. La France voyait la rivalité de l'Angleterre et de l'Espagne attiser différents camps politiques. La Russie était, elle, le théâtre de deux puissances rivales, la Pologne catholique et la Suède luthérienne, qui étaient elles-mêmes ennemies jurées. Comme l'Allemagne le fut aussi pendant la guerre de 30 ans. Oui, alors là, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est évidemment que lorsque le peuple de Moscou a reconnu comme tsar Ladislas Vasa, eh bien la Suède s'est considérée comme offensée. Donc le roi Vasa de Suède a pris immédiatement les armes et donc a conquis Novgorod. Novgorod la Grande, hein, la grande cité du Nord, hein, pas très loin de l'actuel Saint-Pétersbourg. Et là, pareil, les bourgeois de Novgorod ont ouvert les portes de la ville aux Suédois, en fait, comme Moscou a ouvert les portes de la ville aux Polonais. Et en fait, sous la protection de la Suède, va s'élever un troisième faux Dimitri, que nous verrons plus en détail la fois prochaine, mais eh bien, ce troisième faux Dimitri va servir les intérêts suédois dans un premier temps, et comme le second faux Dimitri qui servait les intérêts polonais, et par la suite qui s'en est détaché, là aussi ce sera également le cas. Le troisième faux Dimitri, il y aura aussi un quatrième faux Dimitri. Voilà, c'est assez incroyable cette survivance du mythe. Est-ce que dans la numérotation officielle des tsars de Russie, ils sont comptés, donc le premier était compté comme Dimitri II, mais est-ce qu'il a été compté Alors, ensuite? lui, c'est le seul qui est compté comme tsar parce qu'il a régulièrement été élu tsar quelque part. Le deuxième et le troisième n'ont fait que dire qu'ils étaient la continuation de ce faux Dimitri, donc ils n'ont pas eu de reconnaissance et de sacre quelque part. Donc
Ils sont pas comptés de Donc ce ils ne sont fait. pas Dimitri III et Non. Dimitri IV dans la Mais numéro. Basil Kaczynski est compté comme tsar et la plupart du temps, Ladislas Vasa est compté comme tsar aussi. D'accord. Voilà. Eh ben, écoutez, merci Henri pour toutes ces explications dans les méandres des temps troubles, de la période trouble Ce n'est pas fini. russe. Et donc nous poursuivrons dans 4 semaines cette période des troubles avec tous ces faux prétendants qui surgissent et puis les invasions des grandes puissances voisines de l'époque que sont la Pologne-Lituanie d'un côté à l'ouest et puis la Suède au nord-ouest. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Radio Courtoisie pour la seconde partie de cette émission et je vous retrouve dans 4 semaines.